Mes parents ont humilié un sans-abri la veille de Noël. Confessez vos péchés. J'ai tout documenté. L'article a détruit leur réputation. Chaque veille de Noël, ma famille trouvait un homme sans-abri devant le refuge de Pine Street. Papa arrivait dans sa chemise la plus propre. Maman sortait en ayant l'air d'une bonne paroissienne. Il cherchait dans la foule l'homme idéal. Quelqu'un de seul. Quelqu'un qui avait l'air si démoli qu'il accepterait n'importe quoi. Quelqu'un dont l'absence pendant quelques heures ne se remarquerait pas. Il obtenait des repas, de la chaleur, et $150. Toujours $150 pour monter dans leur voiture. Je pensais que c'était de la charité, que nous étions des gens formidables d'accueillir les pauvres. Maman cuisinait toute la journée. Dinde, jambon avec tous les accompagnements possibles. La porcelaine fine faisait son apparition. La maison sentait le romarin et le beurre noisette. Mon travail, à 9 ans, était de mettre la table de l'homme sans abri parfaitement. Maman affirmait que le placement des fourchettes était important. Tout devait être précis. Les étapes suivantes étaient toujours les mêmes. Il arrivait avec un sac à dos plein d'affaires, souvent grelottant de froid, de manque ou de panique. Notre gentillesse et notre normalité les déstabilisaient constamment. Papa accrochait délicatement leur manteau. Maman leur proposait un excellent savon pour se laver. Parfait pour la première heure. Nous parlions de la météo, du football, et de rien. Ils se détendaient et souriaient. Papa faisait un signe. Puis il tapota 3 fois son verre de vin avec son alliance. « Il est temps pour la grâce », disait-il. Puis tout changeait. Notre « grâce » n'était pas une prière. Ma famille appelait cela la confession. L'homme sans abri devait se lever et admettre chaque péché, chaque échec, chaque moment qu'il avait conduit à la rue. Pas d'argent s'il refusait. Pas d'argent s'il arrêtait. Personne n'était payé s'il sanglotait trop. Mon grand-père avait commencé il y a 35 ans. Prétendait que l'humiliation était la rédemption. J'avais vu 6 hommes pleurer à table à l'âge de 15 ans. James a pleuré d'avoir perdu sa fille, placée en famille d'accueil. Thomas, dont les mains tremblaient, a avoué avoir volé sa mère avant sa mort. Carlos, qui parlait à peine anglais mais comprenait nos besoins. Annuellement, c'est devenu pire. Mon grand frère les filmait sur son téléphone. Mes cousins posaient des questions glauques. As-tu vendu ton corps? As-tu fait du mal à quelqu'un? Pourquoi tes enfants ne te parlent-ils plus? L'homme de mes 17 ans me hante. Ryan, il était jeune, peut-être 27 ans, et essayait de dissimuler des brûlures de cigarettes sur son cou avec un foulard sale. Ryan s'est levé comme s'il avait déjà vécu cela quand papa a tapé sur le verre. Maison différente, même jeu, a-t-il murmuré. Vous voulez que je m'humilie pour de l'argent? A-t-il chuchoté. Je comprends. Je le ferai. Mais est-ce que les enfants peuvent quitter la pièce? Papa a dit, les enfants doivent apprendre les conséquences. Ryan s'est adressé directement à moi quand il a parlé. De foyers d'accueil violents, d'avoir utilisé tout ce qu'il pouvait trouver pour s'automédiquer. D'une agression sous un pont la semaine dernière. Tante Suzanne prenait des notes comme en cours de sociologie. Quand Ryan a fini, ma famille a applaudi. Papa a glissé $30 sur la table. C'est tout? A demandé Ryan. Vous aviez dit $150. C'était avant que nous sachions quel genre d'homme vous êtes vraiment, a remarqué papa. Ryan a accepté les $30 et a demandé les restes sans discuter. Maman a apporté 2 déjeuners, mais pas de dinde. C'était réservé à la famille. À 17 ans, j'ai appris que Ryan était mort. Gelé, 3 pâtés de maison plus loin derrière une benne à ordures, 3 semaines après le dîner. C'était dans le journal de l'école. Son foulard était le même que sur la photo. Le journal disait qu'il avait essayé d'entrer dans un centre d'hébergement chauffant, mais n'avait pas les $30, $10 de moins que ce que ma famille lui avait payé pour son humiliation. J'ai vomi dans les toilettes de l'école. Puis j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai visité le refuge Pine Street. Ma famille était connue du personnel. Nous étions tristement célèbres. Ils nous appelaient les « vautours de Noël ». Les hommes revenaient traumatisés chaque année. $150 plus riches, mais dans un état pire. Le refuge avait tenté d'appeler la police, mais rien d'illégal. Juste de la cruauté. Je les ai avertis de leur choix le 23 décembre. Avant l'arrivée de ma famille, j'ai attendu devant Pine Street à 16 heures. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu quelque chose. Mes parents étaient là plus tôt que jamais, avec d'autres. Ma mère parlait à Jake, mon collègue de McDonald's. Il vivait dans sa camionnette depuis 3 mois après que sa résidence ait brûlé. Il n'était même pas au refuge. Il était à son emplacement habituel près des bennes à ordures où nous mettons la nourriture périmée. Il portait son uniforme sous son manteau. Non. J'ai couru vers Jake. Ne va pas avec eux. La confusion de mes parents s'est transformée en fureur. Sherry. Maman a grincé des dents. Que fais-tu ici? Je travaille avec lui. Je me suis tournée vers Jake. Ne fais pas ça. Je te donne $30 maintenant. $40? Tout ce dont tu as besoin. Jake semblait désorienté, nous regardant alternativement. Votre fille est généreuse, a-t-il dit à mes parents. Mais ils ont déjà offert $250. Je vais avec eux. Je suis restée figée sur le trottoir, regardant la main épuisée de Jake sur la poignée de la portière et son visage s'illuminer aux promesses de mes parents. La sueur coulait dans mon dos alors que le froid de décembre transperçait ma veste, mon cœur battait si fort que je sentais que tout le monde pouvait l'entendre. Jake portait son uniforme McDonald's sous son manteau,
comme la semaine dernière quand je l'avais vu manger des frites de la veille dans la salle de pause. Comme des escortes royales, mes parents l'encadraient. Ils avaient l'air concernés et chaleureux. La charité idéale. J'avais environ 60 secondes avant qu'il ne monte dans la voiture, et il serait trop tard pour l'arrêter. Mes jambes ont bougé avant mon intellect. Les mots sont sortis rapidement alors que je saisissais le bras de Jake. Jake, ne va pas avec eux. Ce n'est pas ce que tu crois. Les visages de mes parents sont passés de la surprise à la colère, mais leurs tons sont restés chaleureux et gentils. Maman a souri et a serré les dents. Chérie, que fais-tu ici? Tu devrais être à la maison à aider aux préparatifs du dîner, a dit papa d'un air inquiet. Celui qu'il utilisait quand les parents regardaient. Jake nous regardait, désorienté, sa main sur la portière, mais ne l'ouvrant pas encore. Maman s'est approchée et a posé sa fausse main douce sur mon épaule, appuyant assez pour faire mal. Nous offrons à ce gentil jeune homme un dîner de Noël et un peu d'aide. La grâce et le respect pour les pauvres. Tu sais à quel point c'est important pour notre famille. Papa a acquiescé et sourit à Jake comme à son meilleur ami. J'ai eu la nausée quand j'ai entendu. Nous sommes prêts à offrir $250 au lieu de notre montant habituel parce que Jake ici semble être un si grand travailleur qui mérite du soutien. Il payait plus pour compenser mon influence, pour que Jake dise oui malgré mes avertissements. Jake s'est excusé et a calculé en me regardant. J'ai vraiment besoin de l'argent, a-t-il chuchoté. Il pesait ma mise en garde contre son besoin. $250, ça veut dire que je peux faire réparer ma voiture et peut-être me payer une chambre d'hôtel hebdomadaire. J'apprécie ton inquiétude, mais tes parents ont l'air de bonnes personnes, et j'ai fait pire pour moins d'argent. L'argent a gagné le combat. Ses affaires étaient sur le siège arrière de sa voiture derrière l'ébène. Chaque nuit, l'hiver devenait plus froid. Un souvenir intense et soudain m'a presque fait vomir sur le trottoir. Samuel à notre table. Il essayait de dissimuler des brûlures de cigarettes sur son cou avec un foulard sale. Il avait chuchoté en suppliant que les enfants partent avant de s'humilier. Mon père avait ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue, disant « Les enfants doivent apprendre les conséquences ». Samuel m'avait regardé alors qu'il parlait de mauvais foyers et de l'agression sous le pont la semaine dernière. Tante Suzanne prenait des notes comme un cours universitaire. 3 semaines plus tard, la photo dans le journal. Samuel gelé derrière une benne à ordures à 3 pâtés de maison de chez nous, le foulard intact. Il ne pouvait pas payer les $30 pour entrer au centre d'hébergement. Selon le journal, $10 de moins que ce que ma famille lui avait donné pour son humiliation. Ma vision s'est brouillée et j'ai senti un goût de bile, mais la nausée a stimulé mon esprit. Les mots ont jailli avant que je puisse les arrêter. La confession sera exigée. Ma famille va observer, prendre des notes et poser des questions personnelles alors que vous vous lèverez à leur table et leur direz tout ce qui vous est arrivé, chaque erreur que vous avez faite, et pourquoi vous avez atterri dans la rue. Mon frère enregistrera sur son téléphone. Après que vous vous soyez effondré devant tout le monde et que vous ayez raconté des choses que vous n'avez jamais dites à personne, ils vous donneront $30 au lieu de $250, peut-être $40 s'ils sont généreux. Ma voix tremblait, mais j'ai continué. Ils diront que c'est à cause du genre de personne que vous êtes, que vous n'avez pas mérité la totalité. Les masques de mes parents sont tombés et j'ai vu une rage intense en dessous. L'expression de Jake est devenue prudente. Il a finalement lâché la poignée de la portière. Ce n'était pas un refus d'aller avec mes parents, mais ce n'était pas non plus un accord total. Je me suis accrochée à cette incertitude comme à une bouée de sauvetage. Je tremblais en lui donnant mon numéro sur mon téléphone, tandis que mes parents regardaient avec des sourires forcés qui n'atteignaient pas leurs yeux. Sifflant à mon oreille, papa m'a attrapé le coude et l'a meurtri. Maman a dit « Tu sabotes une tradition familiale et il y aura de sérieuses conséquences quand tu rentreras à la maison. Chérie, nous discuterons de ton esclandre plus tard. Tu devrais rentrer à la maison maintenant pour réfléchir à ton comportement et à la raison pour laquelle tu es si irrespectueuse. » J'ai libéré mon coude de la prise de papa et me suis dirigée vers l'entrée du refuge au lieu de leur voiture, frissonnante mais en mouvement. Maman a appelé, mais je ne me suis pas retournée. Mes doigts tâtonnaient alors que je textuais Émilie sur mon téléphone. Urgence. Est-ce que tu sais où Jake gare sa voiture et à quelle heure sa fin de service est aujourd'hui? Elle a répondu instantanément. Derrière les poubelles de McDonald's, fin de service à 20h. Ça va? J'ai tapé rapidement. J'expliquerai tout bientôt, mais là, j'ai besoin de trouver Jake avant ma famille. Le refuge était chaud et sentait le café et les vêtements humides. Je me suis approchée de la réception et j'ai vu une femme aux cheveux gris, l'air éreinté, lever les yeux de son ordinateur. Je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous connaissez une famille qui récupère des hommes sans abri chaque veille de Noël? Elle a eu un soubresaut. Par-dessus son épaule, elle a appelé « Chris, viens parler à cette fille ». Un gestionnaire de cas d'une trentaine d'années en jean et sweatshirt taché de café est sorti d'un bureau à l'arrière. « Êtes-vous apparenté au vautour de Noël ?» a-t-il dit. « Oui. » Chris m'a guidé le long d'un couloir, devant des rangées de lits superposés, jusqu'à un petit bureau qui sentait le café et le papier. Après avoir fermé la porte, il s'est assis derrière un bureau avec des dossiers et des feuilles de ressources. Il n'a pas bavardé, ni tenté de me rassurer avant de parler. Il a simplement déclaré que ma famille faisait cela depuis des années et que les gars revenaient au refuge tremblants et en pleurs, mais avec de l'argent. Il a dit que le personnel du refuge avait appelé la police plusieurs fois, mais n'avait trouvé aucun crime. On ne peut pas arrêter les gens pour être cruel, a-t-il dit. Les hommes y allaient volontairement parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Sa voix plate et factuelle, comme s'il lisait un rapport, rendait les choses pires.
Entendre mes proches dénoncer m'a rendu malade. Découvrir que nous étions connus et détestés. La honte pesait sur ma poitrine, mais la rage était aiguë. Chris a sorti un dépliant de ressources d'une armoire classée quand j'ai demandé comment nous pourrions aider Jake. Son offre était un bon pour une nuit en motel si Jake se présentait au refuge avant 18 h aujourd'hui. Même si cela coûtait 30 $, le centre d'hébergement valait mieux que gelé. Jake pourrait obtenir de l'argent le lendemain de Noël dans plusieurs agences de travail intérimaires. Chris a marqué les options sur la feuille en jaune alors que je prenais des photos de chaque partie avec mon téléphone. Ce n'était pas un plan de sauvetage ou quelque chose de spectaculaire. C'était des conseils tangibles que je pouvais fournir à Jake au lieu de menaces nébuleuses. Chris a secoué lentement la tête quand j'ai demandé si nous pouvions signaler les habitudes de ma famille à la police. Il a dit qu'ils avaient besoin de preuves criminelles et de victimes consentantes pour porter plainte. La maltraitance psychologique et la manipulation n'étaient pas punissables lorsque la personne consentait, même pour de l'argent. Alors que la réalité légale était frustrante, Chris semblait avoir déjà géré cela et connaissait les limites du système, mon esprit a fait un déclic après un moment d'impuissance. J'avais besoin de preuves du comportement de ma famille que les gens puissent comprendre. Chris m'a conseillé de ne pas enregistrer qui que ce soit sans son accord, mais a dit qu'enregistrer les actions de ma famille à la maison pouvait être légal. Mon esprit planifiait alors que je me levais et le remerciais. Les documents de ma famille fourniraient des preuves avant ce soir. Les films que mon frère conservait, les notes de tante Suzanne, et tout ce que je trouverais. J'ai quitté le refuge et suis rentré chez moi. En serrant le volant, j'ai vu que la voiture de mon frère n'était pas sur l'allée quand je suis rentré. Il rendait visite à sa copine les après-midi, avant les événements familiers. Je suis entré discrètement dans sa chambre et j'ai fermé la porte. J'ai ouvert son ordinateur portable avec des mains tremblantes, sachant qu'il faisait des sauvegardes sur le cloud. J'avais peur de ce que j'allais trouver, mais encore plus peur de ne rien faire pendant que Jake devenait Samuel. L'ordinateur portable s'est ouvert sur son bureau et j'ai cliqué sur les dossiers multimédia. En haut de la liste était « Souvenirs de famille ». J'ai cliqué dessus et j'ai obtenu des dizaines de vidéos. La plupart avaient des titres amusants ou des noms codés. J'en ai choisi une d'il y a 2 ans et l'ai lue. Un homme d'âge moyen pleurait à notre table en parlant de la perte de la garde de ses enfants. Ma tante Suzanne écrivait dans son carnet en arrière-plan. L'enregistrement montrait ma famille ricanant des paroles de l'homme. J'ai eu envie de jeter l'ordinateur portable à travers la pièce, mais j'ai continué à regarder malgré sa cruauté décontractée. Je dois tout voir. La vidéo s'est terminée et je suis descendue à la salle à manger. Tante Suzanne laissait toujours son carnet de notes en cuir sur le buffet entre les réunions de famille. Je l'ai attrapé et l'ai feuilleté. Chaque page contenait des notes manuscrites sur les invités des différentes années. Des notes cliniques sur la rédemption, l'authenticité et les réactions à l'humiliation. Elle enregistrait chaque humiliation comme un projet scientifique, analysant comment chaque homme réagissait à être brisé. Mon dégoût a augmenté alors que je photographiais chaque page avec mon téléphone. J'ai mis des écouteurs et ouvert un autre fichier de la sauvegarde du téléphone de mon frère dans ma chambre. Un court extrait audio. Il s'est effondré en parlant d'avoir été agressé sous un pont. L'horodatage indiquait il y a 2 ans. Ce dîner m'est revenu à l'esprit. Je me souviens avoir eu 14 ans et avoir pensé que l'homme était ému par son histoire. Les voix de ma famille posaient des questions plus profondes, exigeant plus de détails. J'ai réalisé alors ce que je regardais. Sur mon lit, j'ai passé en revue tout ce qui était sur mon téléphone. Des vidéos d'hommes qui pleurent, les notes de tante Suzanne, des photos, des fichiers d'audio glauques. Cela montrait le schéma et prouvait que ce n'était pas de la charité, mais de l'humiliation préméditée. Ma décision est devenue claire. Je risquerais d'exposer ma famille parce que je ne pouvais pas continuer. Les notes de ma tante Suzanne avaient une partie sur le cadre philosophique à la fin. Son écriture soignée décrivait la justification originale de mon grand-père. Gagner sa rédemption par l'humiliation construit le caractère et la gratitude. L'inconfort est le but. La vraie charité nécessite que le bénéficiaire reconnaisse ses échecs. Sa présentation savante de la souffrance humaine, comme une théorie, a évalué ma mise en colère. J'ai mis tous les fichiers dans un dossier caché sur mon téléphone et sur une clé USB dans mon sac à dos. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et j'ai mis ma chaise de bureau sous la poignée pour plus de sécurité. Les fichiers sur mon téléphone semblaient lourds, comme des preuves de quelque chose d'horrible. Je parcourais à nouveau les vidéos, le dos à la porte. Regarder des hommes pleurer pendant que ma famille rit. Les preuves sont solides, mais les utiliser signifie détruire tous les ponts avec mes parents. Et j'ai 17 ans avec un emploi à temps partiel chez McDonald's et aucun plan de logement. Emily M. envoya un texto. Elle est passée devant McDonald's il y a 20 minutes et a repéré la voiture de Jake toujours garée derrière les poubelles. Son service se termine à 20 h. Elle demande ce qui se passe et je réponds rapidement, mes pouces travaillant avant que je puisse réfléchir. Comme ma famille cible mon collègue qui fait mes équipes, j'ai besoin de rester chez elle ce soir parce que je ne peux pas rentrer à la maison après ce que je m'apprête à faire. Elle donne instantanément son adresse et m'invite à venir. Je sélectionne le numéro de Jake et j'appelle. Sonne 4 fois. Passe sur la messagerie vocale. Je respire et parle. Je me présente, dis que nous travaillons ensemble, et lui demande de ne pas conduire avec mes parents ce soir. Ma voix se brise quand je décris le déroulement du dîner. Ils le feront se lever et parler de tout ce qui est horrible qu'il a fait vivre dans sa voiture. Les questions sur les traumatismes, la dépendance et l'échec seront invasives. Et ma famille le documentera et prendra des notes sur lui comme une expérience scientifique. Ils lui offriront peut-être $30 au lieu de $250.
Je propose un certificat de logement au refuge et 75 $ en espèces s'il en a besoin. D'autres options existent en dehors de ma famille. Je raccroche et regarde mon téléphone, espérant qu'il vérifie ses messages avant 19 h ce soir. Chris du refuge envoie un email sur mon ordinateur portable. Le bon pour le motel sur l'autoroute est valable pour une nuit, mais Jake doit s'enregistrer avant 21 h. Une pièce d'identité est requise pour la chambre. Chris a joint une liste de centres d'hébergement avec adresse et coût. La plupart facturent entre 25 $ et 30 $ pour entrer. Il a écrit en rouge que les centres se remplissent vers 19 h les soirs froids et refusent les gens après cela. Les informations sont utiles mais présentent peu d'options. Quelque chose vaut mieux que rien, ce que je n'avais pas il y a 1 heure. J'ouvre un nouvel onglet de navigateur et je cherche des lois sur l'exploitation financière et la coercition. J'ai passé 45 minutes sur des sites juridiques. Tout confirme la déclaration de crise du refuge. Si la victime consent et qu'aucune blessure corporelle ne se produit, les comportements manipulateurs ou émotionnellement cruels ne peuvent pas être poursuivis. Les protections légales pour les abus psychologiques liés à l'argent sont rares. Le désespoir n'est pas un consentement. Ainsi, la participation volontaire me met en colère. Un souvenir me frappe pendant la lecture. Assise à la table de la cuisine pendant que ma mère pétrit la pâte à tarte. J'avais peut-être 12 ans. La première confession de ton grand-père était dans les années 1980, disait-elle. Elle a dit qu'il croyait que les sans-abri devaient accepter leurs échecs pour se racheter. Elle pensait qu'il avait inventé quelque chose de noble et de significatif. Le rituel de personnes désespérées jouant un traumatisme pour de l'argent. Cela semblait dur, mais je faisais confiance à mes parents pour mieux comprendre la charité. Voyant clairement maintenant. Mes parents ne sont pas seuls dans leur cruauté. La maladie a été héritée et affinée sur 40 ans. J'enregistre dans l'application d'enregistrement vocal de mon téléphone. Je m'explique à moi-même ce que j'ai vu et pourquoi j'interviens. Ryan est mort après avoir gelé, à 10 $ près des frais d'hébergement. Je parle des clips d'hommes qui s'effondrent à notre table pendant que ma famille ricane. Jake veut juste réparer sa voiture et avoir un endroit sûr pour dormir, et il ne mérite pas le traitement de ma famille. Le dire rend la décision officielle et immuable. Je sauvegarde l'enregistrement avec la date d'aujourd'hui. En parcourant mes images, j'en trouve une de l'hiver dernier. La brochure du centre d'hébergement du centre-ville était affichée à l'école. Le graphique illustre leur politique. Frais d'admission de 30 $ pour éviter les foules. La direction justifie le coût, mais Ryan meurt à 10 $ de la sécurité. La cruauté systémique renforce la cruauté de ma famille. Trop de choses sont cassées et je me sens dépassée en choisissant par laquelle commencer. Ma boîte mail s'ouvre et j'écris au journaliste de l'article sur la mort de Ryan. Le site web du journal contenait ses coordonnées quand je l'ai recherché. Je demande une rencontre confidentielle sur l'exploitation des sans-abri locaux. J'ai des preuves d'une pratique familiale vieille de plusieurs décennies. 1 minute passe avec mon doigt sur le bouton d'envoi. Je ne peux pas revenir sur l'implication des médias. L'histoire sera publique et ma famille saura que je l'ai racontée. J'envoie et l'email disparaît de ma boîte d'envoi. Mon téléphone sonne avec un message vocal moins d'1 heure plus tard. J'écoute Braden Frank se présenter sur haut-parleur. Il a reçu mon email et est intéressé par l'histoire, mais il a besoin de confirmation auprès de plusieurs sources avant de publier. Il promet de garder mon anonymat et de ne pas publier sans mon autorisation. Il laisse son numéro de portable et m'invite à appeler à mon convenance. Sa voix délibérée est gentille, mais elle souligne aussi à quel point c'est sérieux. Plus que de simplement se disputer avec ma famille. Je dénonce cela et envisage une action en justice. Je regarde le plafond sur mon lit en sauvegardant son numéro. Les preuves sont collectées. L'aide pour Jake est organisée. Le journaliste attend mon appel. Tout est prêt, mais j'ai peur de ce qui nous attend. En rentrant à la maison à 17 h, mon ventre est tendu par les inquiétudes sur ce qu'il faut faire ensuite. Les légumes du dîner de ce soir sont en train d'être coupés par maman. Elle prépare le même beau repas chaque année. L'odeur de la dinde qui rôtit me donne la nausée, pas faim. Je règle mon téléphone pour enregistrer l'audio et le glisse sous le vase de fleurs sur le comptoir. Je frissonne un peu en plaçant le microphone pour qu'il soit face à la posture de parole typique de mes parents. Maman vérifie si je vais bien. M'appelle ma puce. Je lui dis que je vais bien, juste fatiguée après mon service, et elle se remet à couper. Papa entre dans la cuisine quelques minutes plus tard, desserrant sa cravate de travail. Il boit du vin et s'appuie sur le comptoir à 1 mètre de mon téléphone caché. Papa vérifie sa montre et dit « 19 h 30 devrait fonctionner puisque sa pause repas commence ». Puis maman demande quand il récupère le gamin de McDonald's. Maman l'encourage à se concentrer. 250 $ cette fois. Dit que j'ai empoisonné le puits en avertissant le garçon. Papa rit et est d'accord. Dit que les personnes désespérées ont besoin d'incitations claires pour surmonter les doutes. Ils discutent des détails du dîner à mentionner en premier et comment rendre l'offre généreuse, comme s'ils vendaient. Maman conseille de se garer près des bennes pour que je ne les vois pas si j'interviens à nouveau. Papa est d'accord et suggère de montrer l'argent dans la voiture. Dit que l'argent rend les gens plus heureux. Je fais semblant de regarder dans le frigo pendant qu'ils planifient leur stratégie de manipulation avec des voix décontractées. À cause de son traumatisme, maman pense que le jeune homme confessera bien. Dit que ces anecdotes sont toujours les plus instructives pour les jeunes membres de la famille. Papa appelle le dîner de ce soir notre service familial, et il ricane en parlant de racheter quelqu'un. Zéro honte dans leur ton.
Ma poitrine se serre quand il parle de manipuler le désespoir comme un dîner. Je prends une bouteille d'eau et monte avant qu'il ne remarque mon visage malheureux. Je mets l'enregistrement en pause, écoute avec des écouteurs dans ma chambre. Chaque remarque, ricanement et discussion stratégique est audible. Papa parlait de rendre les personnes désespérées plus agréables. Maman prévoit de se garer pour que je ne puisse pas intervenir. Je sauvegarde le fichier sur mon téléphone avec la date d'aujourd'hui et l'ajoute au dossier des films et images plus anciens. Je continue à rassembler des preuves, mais je me sens impuissante comme si je documentais des infractions légales. Je renvoie un SMS à Jake disant que je le rencontrerai à 19h pendant sa pause avec le bon pour la chambre et l'argent pour le déjeuner. J'ajoute qu'il a besoin d'écouter mon enregistrement audio avant de décider d'aller avec mes parents. Je n'essaie pas d'influencer sa décision, mais il devrait savoir à quoi il s'engage quand il monte dans leur voiture. Même si je me sens autoritaire, j'envoie le message. Jake répond avec un emoji, pouce levé quelques minutes plus tard. J'aimerais pouvoir dire s'il envisage mon offre ou s'il accuse simplement réception de mon SMS. Le message d'Emily sur mon téléphone contient une photo de la voiture de Jake derrière les bennes à ordures de McDonald's. La vitre montre le siège arrière plein de vêtements sur cintre, couvertures, oreillers et des boîtes de ses affaires. Le voir vivre dans cet environnement étroit, travailler de longues équipes et dormir sur un parking me brise le cœur. Quelqu'un dans sa situation doit trouver l'offre de $250 de ma famille énorme. $250 pourrait réparer sa voiture, lui payer une semaine dans un motel bon marché ou le garder au chaud en décembre. Son désespoir le rend vulnérable, et ma famille le sait. C'est prévu. J'ai envoyé un SMS à Emily pour la remercier de la photo et lui demander de surveiller le parking au cas où mes parents arriveraient tôt. Je me rends au refuge vers 18h pour récupérer le bon de logement de Chris. Il me remet les documents dans une enveloppe à la réception. Il me demande ensuite de lui envoyer un SMS demain si Jake l'utilise. Il écrit le numéro sur l'enveloppe avec son téléphone personnel, demande à Jake de l'appeler s'il a besoin d'aide pour se rendre à l'agence d'intérim ou pour mettre à jour sa pièce d'identité. Je trouve le soutien pratique plus réel que les spectaculaires fantasmes de sauvetage. Chris dit que le certificat est valable pour une nuit au motel sur l'autoroute et que Jake doit s'enregistrer avant 21h et montrer sa pièce d'identité. Chris suggère des possibilités quand je demande ce qui se passe sans pièce d'identité, comme un badge de travail ou une facture à son nom. Le système contient de nombreux petits obstacles qui semblent justes mais piègent les gens. Après avoir remercié Chris, je vérifie l'horloge dans ma voiture. Avant de rencontrer Jake, j'ai 45 minutes. À 19h, je me gare sur le parking de McDonald's et observe Jake sortir par l'entrée latérale en uniforme vers sa voiture. Je sors et lui fais signe. Il s'approche, l'air fatigué et inquiet, comme s'il n'était pas sûr de devoir me faire confiance ou être en colère que j'insiste encore. Je lui montre le bon pour le motel et le laisse lire le contenu pour prouver que c'est authentique. Je joue ensuite l'audio de la planification de l'approche de mes parents sur mon téléphone. Jake passe de méfiant à dégoûté alors que mon père parle de rendre les personnes désespérées corrigeables. Et ma mère rit de la façon dont les histoires d'horreur sont instructives pour la famille. Il s'assied lourdement sur le trottoir et met sa tête dans ses mains quand je lui montre de vieux clips vidéo d'hommes s'effondrant à notre table pendant que ma famille regarde. Entendre les voix de ma famille et voir les vidéos prouve que mes inquiétudes ne sont pas exagérées. Jake fait une pause avant de parler. Il chuchote qu'il s'est déjà humilié pour de l'argent auparavant et que les personnes désespérées accepteront presque n'importe quelle condition. La voix plate et épuisée semble avouer quelque chose de honteux. Il me demande de garantir l'authenticité du bon de logement et qu'il n'y a pas de piège. Si mon aide a des conditions. Je comprends comment la pauvreté l'a formé à se méfier de la gentillesse. Peut-être a-t-il été exploité ou manipulé de nombreuses fois. Je lui dis que le bon est réel et que Chris au refuge l'a préparé et que je le livre simplement. Je promets pas de conditions ni d'attente. J'ai juste besoin de savoir que tu seras en sécurité ce soir au lieu d'être au dîner avec ma famille. Jake me regarde comme s'il essayait de comprendre ce que je veux, puis hoche lentement la tête. Vérifiant mon portefeuille, je compte l'argent. $50 en pourboire et petite monnaie de mes services et $30 de mon pot à économie. $80 au total. Je donne tout à Jake et dis, ce n'est pas un prêt. Aucun remboursement requis. J'ai juste besoin que tu l'utilises pour la nourriture et l'essence pendant quelques jours jusqu'à ce que l'agence d'intérim ouvre. Avec des mains tremblantes, Jake plie les billets et les met dans sa poche. Il renonce au dîner de mes parents et ira au motel après le travail. Je donne à Chris un reçu avec l'adresse du motel et le numéro de téléphone au dos. Jake me remercie poliment et retourne à McDonald's pour son service. Debout sur le parking, mon téléphone vibre. Braden Frank a envoyé un SMS concernant les documents d'autorisation et se demandant si je peux le mettre en contact avec des victimes ou du personnel du refuge qui a vu le schéma. Il a besoin de plusieurs sources avant de publier. Veut une histoire solide. Je demanderai à Chris pour d'autres témoins, mais j'ai besoin d'une protection d'identité. La diligence du journaliste est professionnelle, mais met la pression pour que chaque détail soit correct. Jake n'est plus ma seule préoccupation. Mon cas pourrait exposer ma famille. Ma mère appelle mon téléphone. Mon estomac se serre quand je réponds. Où es-tu ? Demande-t-elle d'une voix tendue et en colère. Elle veut que je rentre à la maison maintenant pour discuter de mon inconduite au refuge. Mon père parle fort en arrière-plan. Je lui dis que je suis avec un ami et que je reviendrai plus tard. Elle commence à argumenter, mais je coupe. Mes mains tremblent alors que je mets mon téléphone en silencieux, sachant que j'ai empiré les choses, mais incapable de rentrer à la maison. Je me suis assise dans ma voiture à regarder Jake opérer la caisse chez McDonald's à travers les vitres et à sentir le poids de ce que j'avais commencé.
De retour sur le parking de McDonald's, je peux voir la voiture de Jake à travers la vitre. La Honda près d'Eben avait du givre sur son pare-brise vers 17h30. Alors que les clients entrent et sortent du restaurant, je vérifie la voiture de mes parents. Simone m'envoie un SMS pour demander si j'ai besoin de compagnie, et je dis immédiatement oui. Attendre seul semble risqué car mes parents pourraient arriver et j'aurais besoin d'un témoin. Mon estomac se serre quand je vois le SMS de mon frère. Des captures d'écran accompagnent la déclaration. Sa vidéo de confession en pause sur le visage angoissé d'un homme. Sa légende dit « La trahison familiale a des conséquences ». Il a ajouté mon nom et a menacé de poster chaque vidéo si je les distribue, laissant tout le monde savoir que je les ai volées. Je me sens horrible en regardant la capture d'écran, sachant qu'il blessera à nouveau tous ces hommes pour me manipuler. Ce n'est plus seulement la dureté de mes parents. C'est comme une pourriture dans le bois. Ça traverse toute ma famille. Mes mains tremblent alors que je compose le numéro de la clinique juridique que Chris m'a donné cet après-midi pour mes contacts. Au troisième ring, une femme répond et je demande un avocat pro bono pour l'exploitation. Après qu'elle me transfère, j'observe la voiture de Jake et vérifie ma respiration. Une femme nommée Céleste Fulton répond et demande comment elle peut aider. J'explique rapidement le rituel de Noël de ma famille, les bandes que j'ai trouvées et les menaces de mon frère. Ma voix est calme malgré l'horreur dans chaque mot. Céleste demande où les bandes ont été faites et si quelqu'un a consenti. Je lui dis que les enregistrements ont été filmés lors des dîners de ma famille et que les hommes ne savaient pas. Je dis que j'ai enregistré mes parents discutant de leur plan chez eux alors qu'ils parlaient ouvertement. Céleste dit qu'enregistrer des personnes chez elle sans intimité est acceptable, surtout si je signale une exploitation. Elle explique. Partager des preuves d'un schéma d'abus avec un journaliste est une parole protégée tant que je supprime les informations identifiantes de la victime. La clarté juridique m'aide à respirer, mais elle met en garde contre la diffamation si je mens. Toutes mes informations sont vérifiées. Elle dit, la vérité est une défense absolue contre la diffamation, et demande si j'ai besoin d'aide pour savoir quoi divulguer. Je la remercie et raccroche, me sentant comme si j'avais des limites au lieu de la terreur. Au cas où le motel échouerait, j'appelle à nouveau Chris pour me renseigner sur les besoins du refuge. Il dit qu'ils ont une liste d'attente mais peuvent retenir un lit si quelqu'un appelle avant 17h pour entrer avec une pièce d'identité et un test de sobriété. La petite fenêtre d'aide explique pourquoi tant de gens dorment dehors malgré les refuges. Chris ajoute qu'il garantira personnellement une chambre si Jake arrive avant 20h ce soir, avant la fin des tâches de couchage. Il détaille les règles du refuge. Drogue et alcool interdits, départ le matin à 7h, retour l'après-midi à 16h pour assurer le lit du soir suivant. La structure maintient l'ordre, mais repartir de zéro rend la stabilité pratiquement impossible. Je vérifie mon téléphone pour une notification de chat de groupe familial et vois le compte à rebours de ma cousine. 2 heures jusqu'au dîner de la veille de Noël. Elle est excitée d'accueillir l'invité de cette année avec des émojis de fête et des points d'exclamation. D'autres membres de la famille envoient des textos ravis et ma tante demande si elle devrait apporter son carnet à nouveau. J'ai envie de crier après tout le monde qui traite l'humiliation comme un divertissement. Les phares de la voiture de Simone balaient mon pare-brise alors qu'elle se gare à côté de la mienne. Elle sort et entre dans le siège passager avec 2 tasses de café et des collations. Elle me montre des photos sur son téléphone d'elle suivant la voiture de mes parents en utilisant notre application de sécurité. J'ai vu les véhicules de tes parents passer lentement devant le refuge, faire le tour de McDonald's 2 fois et s'arrêter près des bennes de Jake. Elle a photographié leur plaque d'immatriculation avec des horodatage. Il le traque activement et le harcèle au travail. Même si je ne sais pas quoi faire de la documentation, cela semble essentiel. Nous buvons du café et regardons l'entrée du restaurant en silence jusqu'à la fin du service de Jake à 20h. Je le vois sortir en uniforme et se précipiter vers sa voiture, voûté contre le froid. Je sors et marche vers lui, sortant le bon de logement et l'adresse de ma poche. Jake analyse la page, puis me regarde, épuisé. Il ira directement là-bas si je conduis devant et vérifie que l'hôtel est payé et sûr. Après ce qu'il a vécu, la pauvreté vous apprend à examiner chaque promesse avant de faire confiance. Je comprends sa prudence. Il hoche la tête et monte dans sa voiture quand je dis que je lui enverrai un SMS après avoir vérifié la chambre. De retour dans ma voiture, je m'assois derrière le volant, prête à démarrer le moteur. Un autre souvenir me frappe de manière inattendue. Samuel me faisait face de l'autre côté de la table du dîner alors qu'il racontait son traumatisme. Il m'a regardé comme s'il était désolé pour ce que je devais entendre, comme s'il savait que j'étais un enfant et que je n'aurais pas dû être là. Mon conseiller scolaire m'a appris des techniques d'ancrage l'année dernière. Alors, je ferme les yeux et respire à travers le visuel. 5 choses que je vois. 4 objets que je peux toucher. 3 choses que j'entends. Les souvenirs font mal, mais ils me rappellent aussi pourquoi je fais cela, pourquoi je ne peux pas laisser Jake devenir Samuel. Simone me suit alors que je sors du parking, me rendant au motel sur l'autoroute pour m'assurer que Jake peut dormir cette nuit. Le parking du motel est mon premier arrêt. Les phares balaient le trottoir délabré de l'immeuble et la peinture qui s'écaille. L'endroit a l'air pire que dans mes souvenirs en passant, mais les lumières du bureau sont allumées, c'est ce qui compte. Je me gare près de l'entrée et entre là, où une femme fatiguée derrière une vitre pare-balles prend mon bon sans commentaire. Elle fait glisser une clé sur le comptoir et fait signe à la chambre du rez-de-chaussée numéro 12. J'envoie un SMS à Jake avec le numéro de la chambre et vais déverrouiller la porte pour trouver une petite chambre avec un lit, une salle de bain et du chauffage. Il n'a besoin de rien de plus ce soir que de chaleur et de sécurité. Jake reçoit une photo de l'hébergement et on lui dit que c'est réel et payé. Il peut venir tout de suite. Mon téléphone vibre quand il dit qu'il est à 5 minutes et peut voir ma voiture sur le parking.
J'attends devant la chambre, regardant l'entrée du parking, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial. Jake arrive et se gare à côté de moi, sortant prudemment comme s'il n'était toujours pas convaincu. Il prend la clé et je lui montre la chambre, la machine à glaçons et le distributeur automatique. Il demande s'il n'y a pas de piège, et je lui dis que tout ce que je veux, c'est qu'il soit en sécurité ce soir au lieu d'être à la table de ma famille. Il hoche la tête, me remercie à nouveau, sa voix épuisée. Juste avant que je parte, la voiture de mes parents arrive rapidement, les pneus crissant sur le gravier. Mon estomac se serre alors qu'il se gare près de la porte, nous suivant clairement, Jake ou moi. Papa sort le premier et marche vers nous avec maman. Je reconnais l'heure. Expressions de fausse inquietude. Tenant ma main, je sépare Jake et mes parents. Maman commence avec sa voix sucrée, disant qu'ils veulent communiquer, s'inquiètent pour moi et veulent aider ce jeune homme. Papa dit que $250 sont toujours disponibles si Jake vient dîner. Que mes actions n'affectent pas leur générosité. Je crie que Jake a un endroit où rester et n'a pas besoin de leur argent ou de leur humiliation. J'entends ma voix à travers le parking et un couple près des distributeurs automatiques se retourne pour regarder. Papa rougit et s'approche, disant que j'embarrasse la famille. Maman m'attire de côté par le bras, mais je la repousse et dis encore plus fort qu'ils devraient laisser Jake tranquille et que ce qu'ils font aux gens est horrible. Un homme fumant devant une chambre enregistre sur son téléphone. Simone se gare à l'entrée en pleine vue de nous, son téléphone pointé à travers le pare-brise. Mes parents voient les caméras et passent de la colère à la terreur, brisant leur masque quand ils réalisent que cette dispute n'est pas privée. Une employée de McDonald's, peut-être en pause, demande si tout va bien. Elle s'inquiète d'appeler la police et regarde mes parents et moi fixement. Papa dit non fermement, disant que c'est juste un différend familial. Maman dit que nous arrangeons les choses et n'avons pas besoin des autorités. L'employée ne semble pas convaincue, mais elle retourne dans sa chambre et ferme la porte. Jake est ignoré alors que mes parents remontent dans leur voiture. J'entends l'appel téléphonique agité et frénétique de maman par sa fenêtre ouverte. Alors qu'ils partent, elle appelle peut-être mon frère ou ma tante ou trouve quelqu'un d'autre à attaquer ce soir. Quelqu'un sans collègue pour intervenir. Réalisant que je n'ai mis à l'abri que Jake, pas mis fin au cycle. Mon ventre me fait encore plus mal. S'il trouve une autre personne désespérée ailleurs, la routine continuera comme depuis 40 ans. Jake touche doucement mon épaule et murmure « Merci ». Il va se coucher. Après m'être rapproché de sa chambre en voiture, je l'observe porter son sac à dos à l'intérieur et fermer la porte avec un clic. Il me fait un signe de pouce quand je lui envoie un SMS. Je vérifierai demain. Simone se gare à côté de moi et baisse sa vitre pour prendre de mes nouvelles. Je lui dis que je dois rentrer à la maison chercher mes affaires parce que les choses vont empirer. Les lumières du salon brillent à travers les fenêtres avant à mon arrivée, mais la maison est sombre. Sachant ce qu'il y a à l'intérieur, je m'assois dans ma voiture pour me ressaisir. Je reçois des textos de ma cousine demandant ce qui s'est passé au motel. Mon frère se demandant où je suis et ma tante disant que la famille doit parler. J'éteins mon téléphone et prends mon sac à dos vide. Apporté pour cette occasion. À la maison, mes parents sont sur le canapé avec mon frère derrière eux et ma tante sur le fauteuil. Disposition de meubles planifiés et formels, tous positionnés pour un procès. J'entre silencieusement et le silence semble délibéré. Papa s'éclaircit la gorge et dit que nous devons parler de ma conduite et de mes choix. Il prétend que j'ai violé une tradition familiale vieille de 40 ans, entravé leurs efforts philanthropiques et les ai embarrassés en public. Maman dit qu'elle est déçue parce qu'elle m'a élevée pour être reconnaissante et modeste, mais que je suis devenue égoïste et critique. Mon frère croise les bras et ajoute « J'ai toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde, que tu n'as jamais apprécié ce que cette famille fait pour les gens. » Ma tante Suzanne hoche la tête, l'air froide. Papa se lève et s'approche de moi, sa voix montant alors qu'il dit « Tu confesseras ce soir comme punition pour tes péchés. » Il me dit de me lever maintenant et d'expliquer tous mes échecs à cette famille, chaque raison pour laquelle je suis ingrate, chaque faux pas qui m'a amené ici. Maman explique doucement que l'humilité et la responsabilité m'aideront à devenir une meilleure personne. Elle dit « Tout le monde échoue parfois, et tu te sentiras mieux après avoir admis tes erreurs. » Comme pendant les repas de Noël, ma tante Suzanne ouvre son carnet de cuir et clique sur son stylo pour prendre des notes. Je vois mon frère pointer son téléphone vers moi pour filmer ce qui se passe ensuite. Parce que j'ai interféré, ils tournent le rituel qu'ils ont fait à des étrangers pendant des années vers moi, leurs filles et sœurs. Mon cœur bat la chamade, mais mon esprit est plus clair qu'il ne l'a été depuis des jours. Je lève mon téléphone pour leur montrer l'application d'enregistrement. Je dis dans le microphone que je refuse d'humilier les sans-abri et que ce qu'ils font est de la torture psychologique et de l'exploitation. Je pense que forcer quelqu'un à s'humilier pour de l'argent est contraire à l'éthique, quelle que soit la légalité. Appeler la cruauté charité n'en fait pas une charité. Mon frère atteint mon téléphone, mais je le tiens à distance et continue de filmer en parlant. Papa crie que je suis dramatique et irrespectueuse et que si je ne m'arrête pas maintenant, il y aura de terribles conséquences. La voix de maman devient aiguë alors qu'elle menace de me couper financièrement, de me mettre à la porte et de dire à ma famille élargie que je suis instable mentalement et que j'ai besoin d'un traitement. Ma tante Suzanne dit qu'elle dira à tout le monde ce que j'ai fait et me coupera de mes cousins, grands-parents et réunions de famille. Leurs menaces continuent et j'enregistre chaque mot. Papa pointe la porte avec un poing tremblant de rage, son visage pourpre. Il dit de quitter sa maison si je ne respecte pas les coutumes familiales, que je ne suis pas la bienvenue, que je ne suis pas reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'attendais cela et une partie de moi savait que cela arriverait. Je me dirige vers ma chambre avec le sac à dos que j'avais préparé cet après-midi avec des vêtements, des documents, mon ordinateur portable et la clé USB des preuves.
Je fais rapidement mes valises, pendant que ma famille regarde depuis le couloir. Maman pleure, disant que je lui brise le cœur et divise la famille. Elle ne s'excuse pour rien. Ils ne considèrent pas si leur tradition est mauvaise. Papa attend les bras croisés, attendant que je parte. Pendant qu'elle sanglote sur son chagrin, je passe devant eux avec mon sac à dos sur l'épaule et mon téléphone en train d'enregistrer. Papa dit à mon frère de me laisser passer quand il bloque la porte. Si tu pars, adieu. Je quitte la maison de mon enfance dans ma voiture. Même si mon corps est engourdi, mes mains restent sur le volant. Les rues vides de ce soir rendent le trajet vers l'appartement de Simone de 15 minutes de silence et d'isolement étrange. Elle m'accueille à sa porte sans poser de questions, ni exiger d'explications. Elle déverrouille la porte et me guide vers le canapé, me tendant une couverture et un oreiller sans rien dire. Jack m'envoie un SMS pour dire qu'il va bien, et envoie une photo du lit du motel, et merci. Le voir en sécurité et au chaud me fait me sentir mieux. J'ouvre mon ordinateur portable sur le canapé de Simone à minuit, et j'ouvre les fichiers que j'ai collectés toute la semaine. J'ai obtenu un logiciel de montage gratuit pour obscurcir les films de l'ordinateur de mon frère. Enregistrements audio sans nom et voix légèrement déformée. Photo des notes de tante Suzanne avec les données identifiantes masquées. Je fais une déclaration expliquant le schéma de 40 ans de ma famille humiliant des personnes vulnérables au nom de la charité. Le rapport du journal et le timing montrent que Ryan est mort 3 semaines après le dîner, à $10 près du coût du centre d'hébergement. Je m'attarde sur le bouton d'envoi dans l'email à Braden Frank. Cela mettra fin pour toujours à ma relation avec ma famille et fera de moi une traître pour eux et probablement la famille élargie. Cependant, je pense à Ryan gelant derrière une benne, Jack s'asseyant presque à cette table ce soir, et tous les autres hommes depuis 40 ans humiliés pour s'amuser. J'appuie sur envoyer et regarde l'email disparaître en ligne, sachant que je ne peux pas le récupérer. Je me réveille à 7 heures. Braden a laissé 3 appels manqués et un SMS me pressant de l'appeler ASAP le jour de Noël. Mon estomac se serre quand je l'appelle depuis la salle de bain de Simone pour éviter de la réveiller. Il répond au premier ring et dit qu'il est au refuge en train d'interviewer Chris, qu'il a consulté des documents publics sur la mort de Ryan pendant la nuit et que le calendrier correspond à tout ce que j'ai dit. Sa voix professionnelle mais frénétique demande si je suis sûre de vouloir que cette histoire soit publiée parce que c'est irréversible. Je lui ai dit que les gens doivent savoir que Ryan est mort à $10 de la sécurité et que ma famille continue. Il promet de masquer mon nom et de flouter les visages dans les films pour se concentrer sur la tendance sans nommer les victimes. L'appel ne dure que 10 minutes, mais j'ai l'impression d'avoir franchi une frontière invisible. Je ne peux plus la retraverser. Après cela, je m'assois sur le sol de la salle de bain de Simone, respirant, sachant que l'article sera en ligne aujourd'hui et que ma famille saura que quelqu'un a exposé ses secrets. Braden rappelle à 9 heures pour confirmer les détails du rituel de confession, y compris le signal du verre à vin et le journal de tante Suzanne. Je vérifie tout en regardant les images de mon téléphone, les preuves que j'ai collectées hier de ma maison. Il dit que l'article sera publié tard ce soir pour donner à ma famille le temps de commenter, mais il n'attendra pas parce que c'est une histoire de la veille de Noël. Je me rends au motel vers midi avec 2 sacs de magasins discount de fournitures et une liste de ressources préparées. Chris m'a envoyé un SMS. Jack entre, l'air différent d'il y a 12 heures. La douche a mouillé ses cheveux et rendu son visage moins vide. Nous nous asseyons dans ma voiture sur le parking car la chambre du motel semble trop privée et comme si j'empiétais sur son espace. Je lui montre les ouvertures des agences d'intérim le 26 décembre, les adresses de remplacement d'identité gratuites et les numéros d'aide pour la réparation de voitures. Pendant que je parle, il écrit sur un reçu. Il a écrit de manière tremblante mais intense. Nous planifions ensemble. Pas moi lui disant quoi faire, mais prenant des décisions ensemble. Il a besoin de sa pièce d'identité pour tout, donc la remplacer en premier. Le premier jour, le pool de travail intérimaire ouvre le matin. Économiser pour les réparations de la voiture pour assurer un transport fiable. Trouver un coup de motel hebdomadaire ou une colocation. Ennuyeux mais utile. Aider quelqu'un à se stabiliser, pas sauver. J'ai rencontré une autre personne au motel la nuit dernière qui connaissait des hébergements bon marché près de la zone industrielle. Jack dit, peut-être qu'ils peuvent partager le loyer si le travail intérimaire fonctionne. Son espoir prudent me serre la poitrine, mais pas parce qu'elle se brise. Chris m'envoie un SMS. Le personnel du refuge avertit discrètement les gens toute la matinée du schéma de ma famille. Il me donne une capture d'écran d'une note interne avec des avertissements. Couple élégant offrant un dîner de Noël et de l'argent. Promises irrealists. Se précipiter vers la voiture. Au cours des dernières heures, plusieurs hommes ont refusé des tours et ont attendu dans la file du refuge, même s'il faisait froid. Un homme a informé les travailleurs qu'il préférait geler que d'être humilié pour de l'argent. Une petite résistance collective semble significative. Je sais que ce n'est pas suffisant, que ma famille trouvera des gens à différents endroits comme Jack. Cependant, certains sont maintenant protégés. Au moins, le refuge avertit les gens, pas seulement regarde. Vers 14 heures, mon téléphone s'allume avec le chat de groupe familial. Je n'ai presque pas envie de vérifier, mais je ne peux pas résister. Ma cousine a posté une photo d'un autre homme à notre table de salle à manger. Un homme âgé avec une barbe grise et de la confusion. Message. Trouver un invité reconnaissant après tout. 3 émojis de fête et une invite d'amour. Plusieurs commentaires. Comme c'est génial, a dit tante Suzanne. Mon frère demande le bon vin. Une autre cousine souhaite assister à la bénédiction. Je regarde la photo et je me sens impuissante et en colère parce qu'ils sont allés à un arrêt de bus différent et ont continué parce que mon intervention n'a fonctionné que pour Jack et maintenant quelqu'un d'autre est assis sur cette chaise en attendant que mon père tape sur son verre à vin. Mon instinct est d'appeler la police,
mais Chris m'a dit que rien n'est illégal et qu'on ne peut pas emprisonner des gens cruels si la victime accepte. Le portrait montre une personne reconnaissante et pleine d'espoir qui ne sait pas ce qui l'attend. L'article de Bradan paraît à 20h. Je le lis 3 fois sur le canapé de Simone le soir de Noël. La tradition troublante des vacances d'une famille locale soulève des questions sur l'exploitation, lit-on dans le titre. Et l'histoire décrit soigneusement mais clairement le schéma de 40 ans sans nommer ma famille ou les victimes. Il inclut les commentaires de Chris concernant la connaissance du refuge, des références à la mort de Ryan et au calendrier, et des descriptions de la procédure de confession qui semble horrible. La section des commentaires se remplit en quelques minutes. Les gens débattent pour savoir s'il s'agit de charité ou d'abus, si la manipulation émotionnelle devrait être interdite et si les sans-abri peuvent consentir à de l'argent. S'ils offrent de la nourriture et de l'argent, les mendiants ne peuvent pas être difficiles, dit une remarque. D'autres commentaires l'appellent torture psychologique déguisée en élégance, dégoûtant et en colère. Sans solution claire ou censure généralisée, les gens se disputent sur la frontière entre l'aide et le préjudice. Le chat de groupe familial explose à 21h et je regarde en direct. Je peux à peine lire les messages qui défilent rapidement. D'abord, mon frère dit que l'histoire est des mensonges créés par quelqu'un avec un programme, que notre famille aide les sans-abri depuis des décennies et c'est ainsi que nous sommes récompensés. Ma tante Suzanne dit qu'elle poursuivra le journal après Noël en appelant son avocat. Mes cousins veulent savoir qui a parlé aux médias ou a divulgué des faits familiaux. Mes parents disent qu'ils nourrissent et habillent les sans-abri depuis 40 ans et sont diffamés par des ingrats qui ne comprennent pas leur mission de charité. Les messages persistent. Personne ne se demande si leurs actions sont mauvaises, mais tout le monde défend la tradition et attaque l'article. Aucun membre de la famille ne pense que le schéma de l'article est vrai ou préjudiciable. Ils se regroupent et l'appellent une persécution. Je dépose des rapports auprès de tous les services que je peux trouver dans l'administration de la ville le matin de Noël. L'organisation d'aide aux sans-abri, après avoir reçu ma déclaration et ma documentation, promet de la déposer, mais les enquêtes prennent des mois. Les services de protection des adultes, après avoir entendu ma description du schéma, disent qu'ils ouvriront un dossier, mais me disent que les abus psychologiques sur adultes sont difficiles à poursuivre et que les gens peuvent faire de mauvais choix sous la pression financière. J'entre des heures, des dates, des heures et des descriptions, et je télécharge des films, des photos et de l'audio sur leur serveur sécurisé. Gentil mais pratique. Le travailleur d'admission me dit de ne pas m'attendre à une action immédiate ou à des résultats dramatiques. Les systèmes changent lentement, voire pas du tout. Quel que soit le résultat, je documente tout, donc il y a un enregistrement officiel, des preuves et des bases de données gouvernementales que cette tendance existe et a été documentée. Jack envoie un SMS vers 15h l'après-midi de Noël, disant qu'il a obtenu la place de travail intérimaire qu'il a contacté ce matin et qu'ils avaient une ouverture pour le 26 décembre à 6h. Il précise le lieu de rencontre et quoi apporter. Instructions pour emprunter ou acheter des bottes à embout d'acier. Il semble prudemment plein d'espoir, me donnant envie de pleurer, faisant référence à l'employé du motel qui connaît les locations de chambres près du site de travail. Le petit mouvement vers l'avant semble plus substantiel qu'un sauvetage dramatique. Juste un homme qui travaille, planifie et construit la stabilité. Étape pratique par étape. J'envoie un SMS à Chris pour obtenir de l'aide pour amener Jack au DMV quand il rouvre, car il a besoin de renouveler sa pièce d'identité avant de faire du travail intérimaire. Chris donne instantanément des conseils spécifiques sur les documents que Jack peut utiliser comme substitut, quel site DMV est le plus rapide et quels frais les sans-abri peuvent éviter. Il accepte de conduire Jack là-bas le 26 décembre après l'orientation du travail intérimaire pour l'aider à obtenir ce dont il a besoin à travers la bureaucratie. Naviguer dans le système gouvernemental est laborieux mais nécessaire. Jack obtenant le travail ou le perdant à cause de documents manquants. Simone et moi passons la soirée de Noël à explorer en ligne, compilant une feuille de calcul des options de location pour Jack et moi. Elle me montre des annonces de colocation près du lieu de travail de Jack dans la zone industrielle, des motels hebdomadaires bon marché sans dépôt de garantie et des studios qui pourraient convenir à quelqu'un avec un mauvais historique de location. Nous calculons combien d'heures je dois travailler pour couvrir le loyer, la nourriture et le bus avec mon salaire de McDonald's. Elle m'offre un séjour rapide sur son canapé pendant que j'économise pour le premier mois de loyer. Nous construisons un budget simple avec des colonnes de revenus et de dépenses. Je suis humble face aux chiffres, montrant combien j'ai peu d'argent et combien la liberté est chère. Aucun soutien familial, travail à temps partiel, rester sur le canapé d'un ami, lutter pour survivre à 17 ans. Mais je suis aussi libre de regarder ma famille dénigrer les autres. Libre de la cruauté masquée en charité. Même si je suis inquiet pour l'argent, le logement et l'avenir, cela compte. Mon bénévolat à Pin Street commence à 9h le jour de Noël. Chris me salue à l'entrée et me donne un tablier, m'envoyant à la cuisine où 3 bénévoles préparent des plateaux. Je me lave les mains et sers de la purée sur des assiettes alors que les gens entrent dans la file de service. Personne ne me fait me sentir spécial d'être ici ou ne demande pourquoi. Je sers de la nourriture, remplis des pichets d'eau et nettoie après les repas. Andrea m'apprend à racler les assiettes pour éviter les bourrages du lave-vaisselle. Un autre bénévole montre comment bien passer la serpillière dans la salle à manger pour éviter de répandre de l'eau sale. Chris me présente aux bénévoles hebdomadaires plutôt qu'à ceux des fêtes. Il parle du rythme de travail, de comment vous vous présentez constamment et faites ce qui doit être fait sans en faire une affaire personnelle. J'ai appris à respecter les limites en ne posant pas de questions ou en résolvant des problèmes. Il s'agit de fournir de la nourriture, de débarrasser les tables et de permettre aux gens de manger sans charité. Le travail est monotone et mes pieds souffrent à l'heure du déjeuner. Je sens la nourriture de cafétéria et le nettoyant industriel. Je ne reçois pas de grands remerciements ou éloges.
Je le ressens plus que ce que ma famille a jamais fait. Le 28 décembre, 3 jours plus tard, je passe devant la maison de ma famille pour aller à mon travail chez McDonald's. Je m'arrête sur le trottoir et regarde les fenêtres de mon enfance et la salle à manger où ces aveux ont eu lieu. Je tends la main vers mon téléphone pour appeler maman pour expliquer pourquoi ce qu'ils font est mauvais, mais je le range et continue. J'envoie un SMS à Bradan pendant ma pause pour le mettre à jour. Jake a commencé à travailler comme intérimaire pour économiser pour les réparations de sa voiture. Le refuge avertit maintenant discrètement les gens du schéma de ma famille avant d'accepter des tours. Je reste avec Simone et je construis une vie sans humilier les gens pour m'amuser. Cela ne se termine pas bien, ou justement. Jake vit toujours dans sa voiture et ma famille a probablement humilié quelqu'un d'autre. Mais j'apprends à faire confiance à ma morale même quand cela me coûte tout. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et cliquez sur la cloche de notification pour rester informé des autres histoires choquantes de la vie réelle qui se produisent autour.